Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. Alors au menu de cette émission, la préparation du budget, le contexte politique et social sur fond de conclave sur les retraites qui va s'achever dans les prochains jours. Alors comment trouver les 40 milliards d'économies nécessaires et quelle contribution de LR, des Républicains, au débat autour du rétablissement des finances publiques? Force d'appui au gouvernement ou d'opposition à François Bayrou et Emmanuel Macron. Et puis il y a aussi le débat autour de l'ensauvagement de la société, de la violence des mineurs. Peut-on vraiment restaurer l'autorité sans s'attaquer au dossier de la responsabilité des parents? Mais pour commencer, Philippe Juvin, l'actualité qui est encore tout à fait dans nos têtes ce week-end. Comment comprenez-vous les frappes israéliennes sur l'Iran? Ceux qui sont effrayés, scandalisés par les frappes israéliennes. Qui parlent de problèmes de droit international. Non, mais moi je leur dis une chose très simple. Est-ce que vous préférez un monde où l'Iran a l'arme atomique ou un monde où l'Iran n'a pas l'arme atomique? Est-ce qu'un monde où l'Iran a l'arme atomique est un monde plus sûr? Moi je suis certain que non. Et donc d'une certaine manière, même si c'est peut-être un peu rapide de le dire, on a l'impression que les Israéliens font le boulot. Quel boulot? En gros, font le boulot, si je vous comprends règle la question, puisque l'Europe, la France, le monde, n'a pas intérêt à ce que l'Iran soit doté de l'arme atomique. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a raison. Vendredi, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, vous voyez, je suis d'accord avec le président de la République, et c'est effectivement ce qu'il a dit. L'Iran, quand même, il faut bien comprendre une chose. L'Iran dit notre but est d'éliminer Israël, premier point, et deuxième point, nous allons nous doter de l'arme atomique. Donc, excusez-moi, j'ai du mal à ne pas y voir une relation de cause à effet. Vous savez à quoi ça peut faire penser? 1925, Mein Kampf. On n'a pas fait attention à ce que disait Hitler. Mein Kampf, il explique exactement ce qu'il va faire. On dit non, c'est rien, il est gentil et tout. Et la Shoah, 6 millions de morts. Imaginez 6 millions de juifs. Imaginez que la Turquie, l'Algérie ou la Belgique expliquent nous allons nous doter de l'arme nucléaire et nous voulons la destruction de la France. Est-ce qu'on laisserait faire? Qu'est-ce qu'aurait fait la France? Qu'est-ce qu'on ferait? Évidemment, on ferait en sorte que la malheureuse Belgique, la malheureuse Algérie ou la malheureuse Turquie ne puissent pas se doter de l'arme nucléaire et on aurait raison. Donc voilà, et j'ajoute que la destruction de l'État d'Israël, qui est un objectif politique de l'État iranien, si demain ils ont l'arme atomique, excusez-moi, mais êtes-vous certain qu'en plus, je le dis aux Français qui n'aiment pas Israël, il y en a, est-ce que vous êtes certain que ça ne sera que contre Israël? Évidemment que non. Et pareil, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Les missiles balistiques iraniens peuvent atteindre la France, l'Europe et éventuellement même un peu plus tard les États-Unis. Donc ça veut dire que pour vous, Israël fait le sale boulot ou le bon boulot, le boulot que les Occidentaux n'ont pas voulu, n'ont pas pu faire et éventuellement qui était souhaité par les pays du Golfe. Et que nous ne sommes pas arrivés à faire par voie de règlement diplomatique. Et comme vous le savez, l'Agence internationale pour l'énergie atomique a essayé de réguler et se fait déborder. Donc les Iraniens ne jouent pas le jeu. Et malheureusement, on arrive à une situation... Enfin, la guerre, personne n'en veut. Mais la guerre est-elle nécessaire? C'est un sujet de philosophie de terminale. C'est le bac philosophe. Peut-être. Mais malheureusement, oui, parfois. Et en l'occurrence, le bilan est lourd, d'ailleurs, en Israël. De nombreuses victimes civiles, notamment cette nuit à Bat Yam, dans la banlieue de Tel Aviv. Mais le bilan est toujours lourd d'une guerre. Et il est probablement lourd aussi pour les malheureux Iraniens qui sont les prisonniers du régime des mollahs. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce régime n'est pas un régime démocratique et les premières victimes du régime des mollahs sont les Iraniens eux-mêmes. D'ailleurs, une chose, quand on voit les dégâts causés par les missiles balistiques iraniens en Israël, on peut imaginer ce que ça serait si les charges explosives de ces missiles étaient nucléaires. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, lors de la première salve, il y a quelques mois, des Iraniens sur Israël, je vous rappelle qu'on a tous un peu retenu notre souffle quand on a su qu'il y avait des missiles balistiques qui allaient vers Israël, en se disant, pourvu que, heureusement, ils n'en sont pas à ce stade-là. Mais écoutez, si au moins le monde peut être débarrassé d'une menace atomique supplémentaire, ça sera très bien. Est-ce qu'il y a une menace atomique supplémentaire ou débarrassé du régime des mollahs? Il y a deux choses. Il y a cette première étape, qui est la plus urgente.
Première étape, c'est-à-dire éviter que l'Iran se dote de l'arme atomique et que l'arme atomique tombe aux mains de gens qui déclarent vouloir l'utiliser. C'est ça qui est assez incroyable. On n'est même pas dans je suis pour me défendre. Ils veulent éliminer l'État d'Israël. Donc, ouvrons les yeux. Vous savez ce que disait Charles Péguy, il est difficile de croire ce que l'on voit, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Donc, voyez la réalité des choses. Et d'ailleurs, vous savez ce que vous dites là? Vous savez qui est-ce qu'il a dit Charles Péguy. Non, en février 2012? Non. Sur la possibilité de l'Iran de se doter de l'arme atomique et ce qui serait un danger pour Israël. Un certain Jean-Luc Mélenchon. Bah, voyez. Il avait pris la défense d'Israël contre l'Iran. Donc ce matin, je suis en accord avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est formidable. Version 2012. Oui, j'ai bien compris. Version 2012. Donc Emmanuel Macron a réaffirmé le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité. Il a même dit qu'en cas de besoin, la France... notre sécurité. Et notre sécurité. Il a même dit qu'en cas de besoin, la France pourrait aider Israël à se défendre. Est-ce que cette solidarité de la France vis-à-vis d'Israël, c'est bien cela, doit-elle faire consensus au niveau politique? Elle devrait. Parce qu'on a vu aussi que Mathilde Panot a demandé un débat avec vote à l'Assemblée sur... non, mais qu'il y ait un débat, moi je suis toujours pour un débat, donc si ça peut faire plaisir, je peux aussi être d'accord avec Mathilde Panot ce matin sur ce sujet, en tout cas, mais pas sur d'autres. Mais donc sur cette solidarité vis-à-vis d'Israël, est-ce que ça doit faire consensus? Bien, oui, d'autant, et je le répète, que la solidarité, en étant solidaire avec Israël, on est solidaire avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se défend nous-mêmes. Notre intérêt, l'intérêt du pays, l'intérêt de la France, c'est que l'Iran n'ait pas l'arme atomique. Donc, les choses sont très claires. Il faut donc aider tout le monde à faire en sorte, y compris les Israéliens, que les Iraniens ne franchissent pas l'étape définitive d'enrichissement qui pourrait arriver, conclure à avoir l'arme nucléaire. Alors, il y a aussi les conséquences qu'on peut redouter. Donc, conséquences de ce conflit en France, sécuritaire d'abord. Est-ce qu'il faut craindre une campagne terroriste, par exemple, de l'Iran en France? On a souvent dit Iran, État terroriste. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers des services secrets, évidemment. Le ministre de l'Intérieur rappelle que régulièrement, il y a des attentats qui sont déjoués en France. Donc, si vous me posez la question, est-ce que l'Iran a des proxys à travers lesquels l'Iran agit? Oui, l'Iran agit avec des proxys. Donc, par construction théorique, il y a un risque. Et puis, évidemment, il y a le risque politique interne, parce que quand on voit que Mme Rima Hassan, avec sa flottille pour Gaza, qui est en réalité une flottille du Hamas, soulève des foules, moi, je crains l'incompréhension d'un certain nombre de foules qui sont manipulées par des gens qui, manifestement, n'aiment pas la France. Ouais. N'aiment pas la France, et tout cela... Rima Hassan, c'est un danger pour la France. On en reparlera. C'est un danger pour les Français. Je dirais même que c'est un danger pour... les étrangers qui aiment la France et qui voudraient devenir français. Rima Hassan, elle veut fractionner le pays. Elle veut faire en sorte que la République s'autodétruise par combat interne. Oui, bien sûr. On en reparlera. Conséquences économiques, il faut les craindre aussi ou pas? Non, mais vous savez, une guerre, ça a toujours des effets très malheureux, y compris économiques, sociaux, etc. La question, c'est quel est le bénéfice versus le débit que nous coûte la guerre. En l'occurrence, rien ne serait pire aujourd'hui que l'Iran ait l'arme atomique. Donc, il faut tout faire pour que l'Iran n'ait pas l'arme atomique. Voilà. La guerre, ça coûte cher. Ouais, c'est vrai. Alors, vous parliez de Rima Hassan. L'après 7 octobre, il a débouché sur une vague d'antisémitisme sans précédent en France. Jean-Luc Mélenchon, et ailleurs d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon et ses amis de l'AFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis le pogrom du 7 octobre, les déclarations relevant antisémites. Jérôme Guedj, vous l'avez entendu, il a qualifié hier au congrès du Parti socialiste, depuis la tribune du congrès, Mélenchon de salopard antisémite. C'est aussi l'analyse que vous faites? L'analyse que je fais, elle est simple, et malheureusement beaucoup de gens la font, c'est que la France insoumise utilise ce qu'ils appellent l'antisionisme, qui est en réalité un antisémitisme déguisé, à des fins électoralistes, espérant ainsi à la fois fractionner le pays, parce qu'ils n'aiment pas la France, et à la fois faire de l'électoralisme sur le dos de Français de culture musulmane dont ils supposent qu'ils vont les suivre. Moi, je dis simplement aux Français musulmans qu'ils sont mes frères en citoyenneté, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, et ne vous faites pas abuser par ces gens qui ne vous aiment pas. Mais quand Guedj dit... Qui ne vous aiment pas. Guedj dit salopard antisémite. Vous reprenez ces termes? Le mot salopard, ce n'est pas mon terme. En tout cas, la réalité, c'est que oui, LFI véhicule une théorie qui conduit à de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, x6, les actes antisémites entre 23 et aujourd'hui, x6.
Donc ils sont créés par ce sentiment qu'ils cultivent, que Israël est l'agresseur en permanence, et ils en jouent, et c'est une chose épouvantable parce que ça fractionne le pays. Aurore Berger, elle dit le nouvel antisémitisme tient en 3 mots, LFI. Oui, c'est bien résumé. Ouais. C'est bien résumé. Ouais. Aurore Berger, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On a même travaillé ensemble quand nous étions plus jeunes, donc elle a toujours de belles formules. Hein, vous l'avez formée, c'est ça? Elle a été. Écoutez, j'ai l'honneur d'avoir eu Aurore Berger, qui est un bon ministre, comme assistante parlementaire quand j'étais député européen. Donc nous avons travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble. Les Insoumis ont trouvé un nouveau terme. Après, on va passer au sujet pour qualifier les Juifs qu'ils considèrent comme trop en soutien d'Israël, ou les non-Juifs d'ailleurs, les génocidaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Les génocidaires. Qui est génocidaire dans cette affaire? Enfin, vous voyez, ce qui est absolument fou dans cette histoire, c'est qu'il y a un renversement des valeurs. Israël est agressé très clairement 7 octobre. Il y a un pays qui s'appelle l'Iran qui dit attention, nous, non seulement on veut se doter de l'arme atomique, mais en plus on va l'utiliser contre Israël. Excusez-moi, la violence déclarée, elle est du camp en face. J'ajoute que le génocide, c'est quoi? C'est le génocide d'une certaine manière du peuple iranien par les mollahs eux-mêmes. Et on est dans une situation où LFI se met à défendre le régime des mollahs qui opprime les femmes, qui opprime les homosexuels, qui opprime toutes les minorités, alors qu'eux-mêmes prétendent défendre ces minorités sur le sol national. On voit bien que la haine d'Israël de la part chez LFI commande tout et leur fait perdre tous les repères. Depuis le 7 octobre, LFI a soutenu le Hamas, le Hezbollah, la Syrie d'Assad, les Houthis du Yémen et l'Iran. Et vous oubliez l'Algérie qui a emprisonné... j'allais dire, n'a pas dénoncé l'emprisonnement, l'arrestation... Quasiment justifié. Voilà, l'emprisonnement de Boualem Sansal. C'est le parti de l'étranger, LFI? Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. C'est le parti de l'étranger, mais c'est pire que ça. Qu'est-ce qu'est le parti de l'étranger? LFI, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Rima Hassan, c'est un danger pour la France et pour les Français, parce qu'en fait, elle déteste la France, qu'elle en est à défendre les mollahs, je vous l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est, j'ai repris ses déclarations à Rima Hassan. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Elle ne défend jamais les Français. Elle ne défend jamais la France. Elle ne défend que les étrangers. Regardez, elle défend les Algériens, elle défend les Palestiniens. Est-ce qu'elle défend les Français? Jamais. Et donc, le message... elle dit qu'elle fait ça au nom de la France, au nom de la défense des Français. Bien sûr. Et en plus, avec l'immunité que lui donne le statut de parlementaire. Mais avez-vous trouvé une déclaration de Rima Hassan qui défende la France et les Français? Jamais. Elle défend toujours les étrangers. Et d'ailleurs, je mets aussi en garde contre cette manip intellectuelle, y compris les étrangers qui veulent devenir français parce qu'ils aiment la France, et à qui moi je souhaite la bienvenue. C'est un étranger qui aime la France qui veut devenir français, moi je lui dis bienvenue. Mais à ceux-là, notamment, elle leur dit... On précise les choses, vous êtes professeur de médecine, chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou, vous dites aux médecins qui veulent venir en France, bienvenue. On est d'accord? Évidemment. Et le système de santé ne fonctionnerait pas, c'est un excursus, sans les médecins étrangers. Voilà. Et d'ailleurs, on leur fait une vie de misère, et je veux dire par là, et je veux dire ici que la vie des médecins à diplôme étranger, il faut l'améliorer en France, sinon, d'abord, on n'est pas humain, et puis surtout, on n'est pas efficace sur la médecine française. Et on revient à ce que vous disiez précédemment. Et ce que je reviens en disant, donc non seulement elle n'aime pas la France, mais elle ne parle jamais des Français, elle ne les défend jamais, elle ne défend que les étrangers. Et la conséquence, c'est que, au fond, elle est un danger pour la France, les Français, et les étrangers qui aiment la France. C'est-à-dire à ceux-ci qui lui disent « nous, on veut devenir français, nous, on aime la France », elle leur dit « non, restez, je vous essentialise, vous êtes avant tout des étrangers opprimés ». En fait, elle divise l'humanité en 2 catégories, les oppresseurs et les opprimés. Et les oppresseurs, c'est tous ceux qui sont français et qui ont eu... Qui ne défendent pas les thèses qu'elle défend elle-même. Avec l'emploi d'un certain nombre Elle est dangereuse. Elle est dangereuse, elle est très dangereuse. Qui est dangereuse? Rima Hassan est très dangereuse. Et pourquoi? Et parce qu'en fait, on en a fait l'alpha et l'oméga. La gauche française, pendant des années, a défendu les travailleurs, a défendu les plus modestes. Il y avait une lutte des classes, voilà, on était d'accord, on était d'accord. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et les Français ne l'intéressent plus, les conquêtes sociales ne l'intéressent plus. Ce qu'elle veut, c'est fractionner le pays. En fait, ils veulent fractionner le pays. Ils veulent fractionner le pays. Et alors, ils utilisent
LFI. LFI, ouais. La meute, ouais. Pour reprendre le titre de ce livre. C'est vrai. Ils utilisent un certain nombre de termes qui posent éventuellement problème. Génocide, guerre coloniale, otage d'Israël, s'agissant des membres français de la flottille, parmi lesquels Rima Hassan était resté... Kidnapping. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce choix des mots par la France insoumise, Mélenchon et ses fans et ses proches? Ils sont dans une société d'hypercommunication où les mots sont détournés en permanence. On les arraisonne en leur donnant des sandwichs à manger. Ils sont kidnappés. Madame Greta Thunberg décide de rentrer la première. Puis Rima Hassan ne rentre que 48 heures plus tard. Ça permet de faire un peu de buzz avec chacun son moment caméra à l'arrivée à l'aéroport. En fait, c'est un spectacle. C'était pas une flottille, c'était une mascarade, c'est une opération de communication. Elle l'a dit elle-même, d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable. Elle dit elle-même, c'était symbolique, c'était de la com, et les gens continuent à penser qu'elle est allée rompre un blocus, en jouant d'ailleurs sur les mots, parce qu'elle parle de blocus pensant que les gens vont croire, et malheureusement, un certain nombre le pensent, que c'est un blocus alimentaire, alors qu'il n'y a plus de blocus alimentaire, il a été levé, il a existé, mais il a été levé. C'est un blocus qui est en réalité un blocus militaire, qui a été accepté par le Conseil de sécurité il y a maintenant plusieurs années pour empêcher les armes d'arriver à Gaza. C'est ça qu'elle a voulu, entre guillemets, rompre. Mais c'est Caroline Fourest qui a relevé que un certain nombre de données. La vérité, alors des données très, très claires. D'abord, c'est une flottille qui a été affrétée par des amis du Hamas. Par notamment l'un des chefs du Hamas. Exactement. Du Hamas à Londres. De la branche politique, entre guillemets, du Hamas, qui était proche de Sinoir. Exactement. Et à bord de la flottille, elle a aussi relevé qu'il y avait des amis de Nasrallah, avec en particulier un homme qui était présent aux obsèques de Nasrallah, qui a fait une déclaration déclarant que M. Nasrallah était un humaniste probablement incompris. Enfin bref. Donc on voit avec qui elle est. Il faut voir avec qui elle est. C'est quand même incroyable que personne d'ailleurs, à part Caroline Fourest, là je m'adresse au monde du journalisme, ne l'a relevé avant que Caroline Fourest ne le relève. Et ce qu'on m'a dit, c'est que la presse internationale l'a vu, notamment le Financial Times. Et comme les Français ne parlent pas anglais, on a les médias français n'ont pas voulu le dire. Bien sûr. Censure. Et elle a relevé autre chose, Caroline Fourest, très intéressante. Il paraît qu'ils ont croisé des gens qui étaient à la mer, qui venaient du Soudan. Des migrants soudanais. Où il y avait, vous savez qu'au Soudan, il y a une vraie famine. D'ailleurs, c'est, je crois, la seule famine qui est aujourd'hui reconnue par l'ONU comme étant un endroit où il y a un génocide en cours, là, pour le coup. Et ils ont dû les secourir, heureusement quand même, mais les malheureux sur leur flottille, entre guillemets, n'ont pas pu les garder longtemps, comme quoi, quand on a... Et après, elle a fait croire qu'il les avait sauvés. Ouais, et elle les a confiés à Frontex. Frontex, que Rima Hassan et toute sa clique ne cessent de dénoncer comme étant une organisation quasiment fasciste. Et ils les ont confiés quand même à Frontex. Comme quoi, c'est confortable, vous voyez, de faire des photos sympas sur un voilier et de prétendre qu'on va sauver des vies, alors qu'en réalité, on ne fait qu'une opération de communication. Tout ça, tout ce qui se passe autour de la séquence Gaza, flottille et compagnie, ça peut avoir des conséquences sur les municipales de l'année prochaine? Non, mais moi, je veux dire, ce qui se passe à Gaza... m'attriste tous les jours. Il y a des morts à Gaza. Pardon, mais je vous le dis, c'est épouvantable. Vous connaissez ma position. Moi, je défends évidemment l'existence d'État d'Israël. J'ai même jumelé ma commune avec une ville d'Israël. Non, mais c'est tout à fait normal Gaza, de parler de la souffrance. Ce qui se passe à Gaza, moi, m'effraie tous les jours. Et on reprécise que vous êtes médecin. Oui, exactement. Ça m'effraie tous les jours. Il reste pas moins que l'utilisation de Gaza à des fins électoralistes est épouvantable. En fait, LFI, regardez, quelles sont les propositions de LFI? Jouer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il propose pour que la France aille mieux, que l'économie se déroule mieux, qu'il y ait moins d'insécurité? En fait, il ne parle que de Gaza. En cela, oui, vous avez raison, c'est un parti de l'étranger. C'est un parti dont la seule préoccupation, c'est Gaza. En fait, mais au fond du fond, il se fiche des Gazaouis. À tel point que quand des Gazaouis se sont fait eux-mêmes lyncher par les gens du Hamas localement parce qu'ils se levaient contre le pouvoir exorbitant du Hamas à Gaza, LFI ne l'a jamais dénoncé. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Il l'utilise à des fins électoralistes. Quand des membres de l'ONG qui s'occupait de distribuer des denrées alimentaires aux Gazaouis, cette ONG américaine,
ils ont été tués par les gens du Hamas. 8 personnes tuées, personne n'a rien dit. Absolument. Non, mais bien sûr, et tout ça n'est pas dénoncé. Pourquoi ils font ça ? Je vous l'ai dit d'abord parce qu'il y a une haine de la France. Il faut que les Français comprennent, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'on a des gens qui veulent détruire leur pays et qui disent du mal en permanence de leur pays. Et alors, donc, je vous posais la question sur les municipales. Tout ça, ça peut avoir des conséquences sur les municipales. On a parlé de l'entrisme des frères musulmans. D'ailleurs, est-ce qu'LFI, c'est le lieu d'entrisme des frères musulmans ? Très clairement, d'abord, il y a eu le rapport sur les frères musulmans qui est quand même assez effrayant, qui est paru il y a quelques semaines, qui montre qu'il y a une volonté des frères musulmans de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir en France, il y a un outil. C'est l'élection municipale, ça a lieu tous les 6 ans. Aux élections municipales, il faut que les Français sachent qu'on va élire des conseillers municipaux. On élit 1,5 million, 500 000 à peu près conseillers municipaux vont être élus. Eh bien, ils vont essayer de faire entrer des conseillers municipaux avec 2 buts, les frères musulmans, avec 2 buts. 1, avoir des électeurs pour les sénatoriales, parce que les conseillers municipaux, souvent, sont des grands électeurs pour les sénatoriales. Et deuxièmement, s'ils peuvent mettre la main sur quelques mairies, c'est quoi une mairie ? Ce sont des moyens financiers, ce sont des services, ce sont les tampons de l'état civil. Bref, oui, il y a un danger à ce que les frères musulmans mettent la main sur plusieurs mairies. Oui. Sécurité maintenant, sécurité et violence au niveau de la jeunesse, à nos gens. Et malgré un contrôle et la présence de gendarmes, une surveillante a été poignardée et tuée par un élève de 12 ans ou 14 ans. Qu'est-ce que cela révèle de l'état du pays ? D'abord, une société d'hyperviolence qui touche toute la société, pas seulement les jeunes, tout le monde. D'ailleurs, regardez, même quand les gens sont au volant, ils sont violents dans leurs réactions, ils sont violents sur les réseaux sociaux. La violence est lâchée. Pourquoi aujourd'hui ? Moi, une de mes analyses est assez simple, c'est qu'avant, il y avait les partis politiques, il y avait les syndicats, il y avait les églises, il y avait le service militaire, il y avait tout un tas de structures qui, en fait, vous socialisaient. Aujourd'hui, quelle est la structure qui socialise ? Il n'y a que l'école. Et elle est en crise. Il n'y a plus de filet de sécurité. Il y a l'école qui est en crise et il y a multiples. La disparition du respect, notamment vis-à-vis des enseignants. Oui, mais ça, c'est la conséquence. Moi, ce que je crois, c'est que toutes ces structures créent des filets. Conséquence. Et aujourd'hui, ces filets ont disparu. Bruno Retailleau, qui dit aujourd'hui dans JDD, mai 68 a fabriqué des barbares. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en mai 68, il y a eu le départ de cette idée de « il est interdit d'interdire ». Donc moi, je crois que oui, ça a pu commencer là, mais en fait, honnêtement, on serait dans la société de 1969, un an après 68, on considérait que c'est une société très policée. Donc l'accélération, elle est récente. Et regardez, il y a la place des réseaux sociaux qui font que sur ces réseaux, eh bien, au fond, les gens croient avoir des amis qui n'existent pas. En fait, tout ça est virtuel. Ils souffrent de solitude. Cette solitude a des effets multiplicatifs sur les maladies mentales. Enfin, on voit l'explosion des maladies mentales chez les jeunes, plus 60% des passages à l'acte suicidaires des 11 à 18 ans depuis 2 ou 3 ans. Le problème de la santé mentale chez les jeunes, est-ce que c'est un problème avéré ? Est-ce que ce qui se passe aussi, c'est parce qu'il n'y a pas assez de psychiatres, de médecins, d'infirmiers ou d'infirmières dans les collèges et les lycées, Pierre Dac disait en riant « tout est dans tout et réciproquement », évidemment, d'une certaine manière. Évidemment quoi ? Évidemment, la disparition des soins psychiatriques, la difficulté à avoir un rendez-vous chez le pédopsychiatre, tout le monde sait que ça devient absolument fou. Tout ça accélère le mouvement. Mais il y a plus profondément, moi je crois, une disparition des structures de sécurité de la société qui faisait que les gens n'étaient pas seuls. Camus disait les villes sont des déserts d'hommes. Et pour lutter contre ces déserts d'hommes et créer des oasis dans le désert, il y avait toutes ces structures intermédiaires. Elles ont disparu, elles ont volé en éclats. Et donc aujourd'hui, le jeune, il est face à quoi ? Face à l'école qui est en crise, face à des parents qui sont à poil, et face à des réseaux sociaux qui leur disent, qui les encouragent dans cette violence. Et alors les parents, parce qu'après on passe à un autre sujet. Est-ce que justement le problème, c'est pas aussi celui de la responsabilité, de la responsabilisation des parents ? Est-ce que laisser un enfant partir à l'école, vous êtes père, avec un couteau ou une arme dans son cartable, doit être considéré comme un manquement à l'autorité parentale et avec quelle sanction à la clé ? Oui, non, mais bien sûr, les parents ont un rôle. Je vous rappelle que les parents ont un rôle d'éducation. L'éducation, c'est d'abord les parents, c'est pas l'école. Et vous avez évidemment raison, c'est à eux de vérifier que l'enfant dort suffisamment, n'est pas son téléphone, d'abord n'est pas de téléphone, de smartphone à 11 ans, enfin, quelle est l'utilité d'un smartphone à 11 ans,
dorment suffisamment la nuit, fassent ses devoirs, etc. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier. Dans la commune dont j'ai été maire, je veille à ce qu'en été, pour que les jeunes ne traînent pas trop, on ouvre jusqu'à minuit, voire peut-être 1h du matin cette année, un certain nombre d'équipements sportifs pour qu'ils puissent ne pas traîner dans la rue et être encadrés, etc. Il y a des parents qui sont venus nous voir en disant « Ah non, mais n'ouvrez pas jusqu'à minuit parce qu'ils ne voudront pas rentrer. » Alors je leur ai répondu « Écoutez, vous êtes gentils, c'est à vous de leur dire de rentrer. » Vous voyez, pour des enfants mineurs. Hein. Ouais. Les jeunes, c'est ça, les collégiens, les lycéens. Évidemment, pendant les vacances, on parle, minuit, c'est pendant les vacances. Il n'y a pas d'école le lendemain. Mais les parents, en fait, sont tellement perdus qu'ils cherchent en permanence à ce qu'on les aide. Alors, nous, on veut bien les aider, mais il faut que les parents assument leur responsabilité. Mais par exemple, est-ce qu'on peut dire aux parents, mais comme ça, est-ce qu'on peut leur dire, avant que votre jeune enfant parte à l'école, vérifier le cartable. Vérifier le cartable pour s'il n'y a pas un couteau. Bien sûr. Mais vérifier le cartable comme le b.a.-ba. Avant, pardonnez-moi, vérifier que les devoirs ont été faits. Il n'y a plus de devoirs. Mais vérifier que votre sac ne fait pas 35 kilos, alors que vous avez tous les bouquins qui sont nécessaires. Un couteau, voilà. Bien sûr. Alors, on avance. L'état des finances publiques et la dette est en tête des préoccupations du gouvernement, mais aussi des Français. Est-ce que François Bayrou a raison de dire que tous les Français doivent faire des efforts sans exception ? D'abord, lesquels ? D'abord, vous savez que la situation est bien plus grave qu'on l'imagine, puisque déjà fin mai, il manquait 1,4 milliard d'euros dans les recettes de TVA. Donc la création du budget de l'année prochaine va être très difficile. Quand François Bayrou dit il faut que tous les Français participent, oui, il a raison, bien entendu. Mais pardon, moi je dis aussi à François Bayrou, et je lui dirai, j'espère bientôt dans l'hémicycle, je veux aussi que l'État fasse des efforts. Donc quelles économies ? L'État doit... Suppression de fonctionnaires, par exemple ? Non, mais l'État doit déjà balayer devant sa porte. Il y a eu plus 60 000 fonctionnaires l'année dernière. 62 000 même. Oui, plus 60 000 fonctionnaires. Excusez-moi, mais pourquoi on continue à augmenter avec le une nombre grande de partie dans les fonctionnaires collectivités territoriales. D'accord, enfin bon, là aussi... Alors il y en a aussi dans les hôpitaux, ça veut dire c'est bien. Non, mais les hôpitaux, je vais vous dire, le vrai sujet des hôpitaux, c'est pas d'augmenter le nombre de fonctionnaires, c'est de pourvoir les postes vacants. Moi, je ne demande pas que dans les hôpitaux, on crée des postes d'infirmières ou crée des postes de médecins. Je demande simplement qu'on pourvoie les postes vacants. Pourvoyer les postes vacants, pas de postes en plus, et nous, on sera très contents. Alors, sur les solutions préconisées ou annoncées, taxer le patrimoine des riches, est-ce que ça va dans le bon sens ? Mais c'est déjà fait. En fait, non, il y en a plusieurs. S'orienter vers la taxe Zuckman, est-ce que c'est une bonne idée ? Mettre en place une TVA sociale, taxer plus les retraités les plus privilégiés. Vous savez qu'il y a un mot qui était dans vos 4 propositions. Et l'année blanche. C'est taxe. Ouais. Bon. Et l'année blanche. Non, globalement, premièrement, il faut arrêter le concours Lépine des taxes et des impôts nouveaux. Donc la question que je poserai au Premier ministre... Parce que sinon, le consentement à l'impôt est menacé. Non seulement le consentement à l'impôt, mais aussi le rendement de l'impôt. Vous savez, plus vous taxez, moins l'impôt est rentable. Ça doit être notre priorité. La deuxième priorité, donc la priorité, c'est pas d'augmenter les recettes, c'est de baisser les dépenses. Nous voulons baisser les dépenses. Nous, vous dites LR. Hein. Les LR, et puis pas seulement, il y a des gens dans le bloc central qui veulent baisser les dépenses. Moi, je comprends que l'année dernière, le budget qui a été fait par François Bayrou, ça a été un budget d'urgence. Il a été nommé au début de l'année. Oui, et puis il a été nommé au début de l'année. Ça coûtait beaucoup d'argent de ne pas avoir de budget. Il fallait aller vite. Et le budget était imparfait. D'ailleurs, je l'ai dit à la tribune. Monsieur le Premier ministre, c'est un budget imparfait. Mais nous comprenons que parce que c'est une coalition et parce que vous avez un état d'urgence, il faut aller vite. Là, nous avons eu un peu plus de temps. Donc, nous ne comprendrions pas que le budget soit construit sur une augmentation des impôts et des taxes. Je pense que le budget doit être construit sur une baisse des dépenses. C'est-à-dire... Arrêtez de dire aux Français de faire des efforts, ils en font déjà, à l'État de faire des efforts. Et sinon, qu'est-ce que fait LR, si ça va pas dans ce sens-là ? Vous me demandez, comment LR peut-il longtemps continuer à participer à un gouvernement si ce gouvernement fait le contraire de ce que LR demande ? C'est-à-dire ? Donc, moi, je dis simplement que j'ai été le député LR qui a dit il faut participer au gouvernement, à l'époque où LR ne voulait pas. Donc, je suis très à l'aise pour vous dire, en revanche, si aucune des lignes des LR ne sont retenues, qu'est-ce que nous faisons ? C'est quoi les lignes ? Les lignes, c'est quoi ? Je raconte une histoire. Moi, j'ai été député européen, donc je sais ce qu'est une coalition, puisqu'en Europe, il n'y a jamais de majorité absolue. Donc je crois à la vertu des coalitions. Mais comment on fait une coalition ? Les gens croient en France, et probablement le Premier ministre, qu'on se met autour de la table et on se met d'accord sur des projets. C'est pas ça du tout, une coalition. On se met autour de la table et on se met d'accord sur ce qu'on ne va pas faire ensemble. Nos lignes rouges. Et nos lignes rouges, nous voulons arrêter d'augmenter la dépense et donc l'impôt et donc les taxes. Voilà. C'est ça la priorité. Donc il y a d'autres lignes rouges ou pas ?
C'est déjà pas mal, hein, je dirais. Non, mais en dehors de la politique budgétaire. Probablement, et c'est lié à la politique budgétaire. Il y a la question du travail. Il faut, la France Alors, le conclave, assez. justement, vous en attendez quoi? Le conclave, j'en attendais des vérités. Et aujourd'hui, on nous raconte qu'en réalité, il n'y aura pas de grande révolution. Mais Caprion resterait sur les 64 ans. Bah ouais, c'est ça. Hein? Donc, il faut m'expliquer comment on va faire si on ne bouge pas des 64 ans. Il faut aller moi, je suis favorable à ce que les gens partent à la retraite quand ils le souhaitent. Ouais. Ils veulent travailler jusqu'à 70 ans, ils travaillent jusqu'à 70 ans. Ils veulent travailler jusqu'à 60 ans, ils travaillent jusqu'à 60 ans. Donc, plus d'âge légal ? Et ils en tirent les conséquences. Voilà. Évidemment, avec modulo, ça va de soi, le fait que certains métiers sont plus difficiles que d'autres, mais pardon, moi, en tant que professeur d'université, je suis plus alerte. Je serai plus alerte quand j'aurai 65 ans que quelqu'un qui a travaillé un travail de force à 65 ans. Il y a des gens qui sont fatigués à 55. Donc je comprends qu'il faille différencier les choses, mais globalement, laisser les gens tranquilles. Les lignes rouges complémentaires. Et il y a une autre ligne rouge qu'il faut quand même avoir en tête. C'est la ligne de la proportionnelle. On entend que le gouvernement a pour projet d'instituer la proportionnelle pour l'élection des députés. Alors d'abord, il y a la guerre. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Il y a un risque d'explosion du corps social. On a parlé de Madame Hassan. Il y a un budget qu'on n'arrive pas à construire. On nous dit on va faire la proportionnelle. Est-ce que les Français ne vont pas nous prendre pour des dingues ? Justement, peut-être pour pas venir à une coalition. Vous parlez de coalition. Oui, mais sauf que je comprends qu'on puisse être favorable, et je l'ai été dans ma vie d'ailleurs, à une proportionnelle parce que ça crée... Vous avez été élu au Parlement européen. Oui, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée aujourd'hui. C'est une mauvaise idée parce que d'abord, c'est pas la priorité des Français. Moi, personne sur le marché me demande s'il vous plaît, passer à la proportionnelle. Ils me disent ils me parlent plutôt de leur pouvoir d'achat. Et deuxièmement, quand vous faites la proportionnelle, en fait, vous donnez le pouvoir aux partis politiques. C'est-à-dire que les députés indépendants, ils disparaissent. Et enfin, troisièmement, la proportionnelle, elle ne se comprend que si vous acceptez l'idée d'un gouvernement de coalition, puisque quand vous avez une proportionnelle, vous n'avez pas de majorité absolue. Donc vous avez forcément un gouvernement de coalition. Or, nous ne savons pas faire fonctionner correctement les gouvernements de coalition. On est en train de le voir. Donc, qu'est-ce qui se passe si... D'abord, est-ce que vous croyez que ce projet de loi sur la proportionnelle peut être adopté ? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt. S'il est adopté, ce sera plutôt par les oppositions. Mais c'est ça. Enfin, vous voyez, c'est comme la loi sur l'euthanasie qui a été adoptée essentiellement grâce à la LFI. Vous y étiez totalement opposé. Oui, parce qu'en fait, c'est une loi expéditive. Et moi, je voulais dans un pays où un Français sur deux qui meurt en ayant besoin de soins palliatifs n'a pas besoin de soins palliatifs. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont demander l'euthanasie par défaut d'accès aux soins. Alors, donc, proportionnel, euthanasie, ça fait partie des lignes rouges qui peuvent vous conduire à quitter le gouvernement, LR ? Alors, clairement, oui, si la proportionnelle arrive sur le terrain, moi je... Clairement quoi ? Clairement, il faut pas... je dis clairement, nous avons exprimé au Premier ministre que si la proportionnelle était votée, je vois pas... nous ne pourrions pas continuer à participer au gouvernement, ça va de soi. Et vous pensez que c'est l'état d'esprit de Bruno Retailleau, le ministre des Élections, donc celui qui pourrait présenter ce projet de loi ? Il est totalement opposé à la proportionnelle. Il l'a dit d'ailleurs à une réunion qui a eu lieu la semaine dernière en présence de députés du Bloc commun, pas seulement LR, en disant qu'il était totalement contre. Et je ne vous cache pas qu'y compris dans les députés du Bloc central, dont certains peuvent être intellectuellement séduits, parce que moi, encore une fois, je comprends qu'on puisse être intellectuellement séduit par la proportionnelle, tous ont dit, mais est-ce que c'est la priorité actuelle ? Mais vous croisez, vous, des Français qui vous disent on veut la proportionnelle ? Non, moi je croise des Français qui disent je veux de la sécurité, je veux que l'école fonctionne, je veux être soigné et je veux payer moins d'impôts. Et alors le pronostic que vous faites, c'est quoi ? C'est que vous allez rester au-delà du budget ? Le pronostic, c'est que François Bayrou est un homme sage et qu'il retirera son projet. Donc en fait, c'est une bataille entre vous et lui. Et dans une coalition, il y a toujours des rapports de force. Ouais. Mais alors quand on vous entend, on a l'impression que le socle commun, il a plus de sens. Plus aucun sens. Alors non, d'abord, s'il n'y avait pas de socle commun, il y aurait quoi ? Il y aurait probablement un Premier ministre de gauche qui serait la marionnette de M. Mélenchon. Donc socle commun pour nos auditeurs, c'est LR, Renaissance, Horizon, Modem. C'est ça, oui. Et la droite et le centre, bien sûr. Écoutez, la question, c'est pas tant est-ce que c'est un système idéal ? Non, c'est pas un système idéal. Mais quelle est l'alternative ? C'est toujours pareil. Et l'alternative, c'est un Premier ministre qui vient de chez M. Mélenchon, grosso modo. Moi, je préfère quand même le Bloc commun parce qu'il y a des gens quand même il y a des gens plus sérieux. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, je préfère M. Bayrou à M. Mélenchon. Il n'y a aucun sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous, Républicains et Renaissance ? La volonté d'avoir un pays qui se stabilise, de ne pas donner les clés
à des gens qui veulent faire disparaître la Ve République, c'est puisque vous savez que M. Mélenchon veut faire disparaître la Ve République, et des gens qui essayent, bon an, mal an, de trouver des solutions raisonnables à des problèmes complexes. Mais ça veut dire que ça doit conduire à des candidatures communes, par exemple au municipal, éventuellement à la présidentielle? Alors au municipal, en tout cas moi dans le département qui est le mien, qui sont les Hauts-de-Seine, je travaille avec le président du conseil départemental, Georges Siffredi, qui est LR, à ce Comment il s'appelle, Georges? Georges Siffredi, qui est LR, à ce qu'il y ait des accords pour soutenir les candidats sortants et qu'on ne joue pas avec le feu. Voilà, le sujet est très inflammable. Et il faut qu'on reprenne d'ailleurs quelques villes qui ont été laissées au LFI et qui en font mauvais usage. Quelles sont les villes qui ont été laissées à LFI? Il y a Colombes, la ville de Colombes, qui est une grande ville, où il y a une présence très importante politique des frères musulmans qui avancent masqués dans cette ville et qui nous inquiète beaucoup. Donc nous souhaitons reprendre des choses en main. Quant à la future élection présidentielle, même si... Mais quand vous parlez des Hauts-de-Seine, c'est un département où vous êtes en position de force. Hein. Ah, oui, c'est sûr que les LR gouvernent un certain nombre de villes. Donc vous allez me dire, c'est facile de demander l'unité quand c'est vous qui êtes vous êtes prêt peut-être à faire des gestes en direction de Renaissance? Mais on travaille tous ensemble. Moi, j'ai un de mes adjoints qui est Horizon. J'ai des gens qui soutiennent le président de la République chez moi. J'ai des gens qui ne l'aiment pas du tout. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, la présidentielle, les questions locales. Parce que la présidentielle, ce qui se pose comme question, c'est est-ce qu'il faut un candidat commun, du socle commun? Non, mais là aussi, regardez l'alternative. Si vous n'avez pas de candidat commun du socle commun, vous aurez quoi? Vous aurez M. Mélenchon et M. Bardella au deuxième tour. Est-ce que c'est ça que vous Madame pensez Le Pen? que Marie Le Pen, c'est fini? Je ne sais pas, mais j'ai regardé le jugement aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement pour elle, c'est ainsi. Elle est inéligible. Donc candidat commun. Si vous n'avez pas de candidat commun de la droite et du centre, vous n'êtes pas au second tour. Voilà, c'est assez simple. Un ticket Retailleau, mais peu importe. Retailleau-Philippe ou Philippe-Retailleau. Mais aujourd'hui, il y a 10 candidats possibles à droite. Ouais. Retailleau, Attal, Wauquiez, Bertrand, Pécresse, Barnier, Bayrou. Ils sont tellement nombreux. Enfin, c'est une grande richesse pour nous. Mais s'ils sont 2 ou 3 à y aller, on n'y est pas au second tour. Donc, comment on fait en pratique? Ça s'appelle une primaire. Alors, je sais qu'il ne faut plus prononcer le mot parce que les gens sont... c'est freudien. Vous savez, il y a des mots, quand vous les prononcez, les gens disent c'est épouvantable, la primaire, ça fait perdre. Enfin bon, ça ne fait pas perdre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne se met pas d'accord et qu'on a plus de 2 candidats, on n'est pas au second tour. Plus d'un candidat ou 2 candidats? Souvenez-vous, Jospin n'est pas au second tour parce qu'il y a Taubira. 1,3%, je sais pas combien. Et avec son 1,3%, Mme Taubira empêche Jospin d'être au second tour. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour la droite et du centre? Vous dites ça aux auditeurs? Oui. Hein? Ouais. Et à vos militants? Et je dis ça, et je dis ça aussi à tous ceux qui sont les têtes chapeau à plumes, les chapeaux à plumes de ma famille politique. Ouais. Je leur dis à tous individuellement, toutes vos candidatures sont légitimes parce que tous ces gens ont des qualités. Mais si vous ne vous mettez pas d'accord, vous faites le lit de M. Mélenchon. Et donc, par rapport à ça, Laurent Wauquiez, vous ne l'avez pas cité. Il est dans le coma, il est mort. Je l'ai cité. Non, je l'ai cité, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, quand on est président de région, il n'est plus président de région. Ouais, enfin, il est député. Il est président d'un groupe. Ouais. Quand vous êtes président d'un groupe, Attal est président d'un groupe. Ouais. Et Attal est en même temps chef de parti. Mais Wauquiez, qui a été battu par Bruno Retailleau. En politique, rien n'est jamais fini. Et alors, Retailleau, justement, depuis qu'il est à Place Beauvau, est-ce qu'il a démontré qu'il était compétent ou plutôt qu'il ne pouvait pas faire grand-chose? Moi, j'ai soutenu Retailleau, comme j'avais soutenu d'ailleurs contre Ciotti il y a 2 ans. Ouais. Je l'ai soutenu pour 2 raisons. La première, c'est que je crois que les Français veulent des républicains qui exercent le pouvoir, qui prennent des responsabilités. Le fait qu'il soit ministre, pour moi, était un critère très important. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'il a été élu président de LR. Je suis persuadé que ça a joué, bien sûr. Les gens, nos militants, en ont assez d'être dans un parti qui n'est que dans la dénonciation et l'opposition. Ils veulent des gens qui agissent. Et puis, le deuxième point, c'est est-ce qu'il a eu des résultats? Oui, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Par exemple, la loi narcotrafic, c'est quand même une avancée. Enfin, la lutte contre le trafic. Pour vous, c'est le candidat naturel pour la présidentielle? En tout cas, il est naturel qu'il soit candidat. Il est naturel qu'il soit candidat. Est-ce que c'est juste de le comparer à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur? En termes de quoi? En termes de Sarkozy, professionnalisme, d'incarnation, éventuellement de charisme. Nicolas Sarkozy, c'était il y a 20 ans. Enfin, c'est il y a 20 ans, ministre de l'Intérieur quand même. On oublie, le temps passe vite. Ce qui est certain, c'est que le ministre de l'Intérieur, qu'il s'appelle Sarkozy ou qu'il s'appelle Retailleau ou quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a en charge une des préoccupations majeures des Français, c'est-à-dire la violence du quotidien. Il y a plus de quotidien sans violence.
quand vous laissez vos enfants sortir le soir, vous vous dites, est-ce qu'ils vont en venir? C'est quand même dingue. Quand vous organisez une fête, moi j'ai été maire, quand j'organisais une fête sur la voie publique, on se posait la question, est-ce qu'il faut qu'on mette une service de sécurité ou des maîtres chiens? C'était pas le cas il y a 20 ans. Et donc, cette hyper-violence qui s'insinue dans tous les traits de la société est devenue une préoccupation majeure. Oui, donc le ministre de l'Intérieur, il a un rôle très, très à part. Puisqu'on vient de parler de Nicolas Sarkozy, une dernière question qui le concerne. Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Ce qui n'était pas arrivé à un chef d'État français, vous savez depuis quand? Depuis Pétain. C'est un effet. Non, mais c'est un effet automatique de la condamnation. Oui, mais est-ce que ça vous choque ou pas? Oui, ça me choque. Ouais, et pourquoi ça me choque? Non, mais ça me désole parce que moi, j'aime bien Nicolas Sarkozy. Je trouve que ça a été un grand président. Et oui, ça me chagrine. En même temps, je redis ce que je dis souvent sur ces condamnations-là. Il faut qu'on arrête de se lamenter aussi des condamnations contre les hommes politiques, parce que les juges, au fond, ne font qu'appliquer la loi. Après, on peut considérer qu'une loi est mal faite, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de lois sont mal faites sur la responsabilité des élus, très clairement. Mais les juges, eux, ils sont la voix, ils sont la bouche de la loi. Juges, voilà. Mais la décision du grand chancelier de l'ordre mais c'est pas sa décision. On sait bien qu'il est tenu par le jugement. Voilà, moi, c'était le parallèle avec Pétain. Ça vous choque ou pas? Ça n'a rien à voir. Attendez, vous n'avez pas comparé Pétain. Non, mais c'est pas ça que je compare. C'est le fait que Pétain ait été déchu de ses décorations. Oui, mais pardon, pour une haute trahison. Oui, mais c'est pour ça. Est-ce que il fallait déchoir Nicolas Sarkozy de non, mais moi, je ne l'aurais pas fait pour des raisons symboliques, parce qu'on fractionne un peu plus le pays en mettant à bas des gens avec lesquels on était d'accord ou pas d'accord, mais qui ont eu un rôle important. Moi, je respecte toujours les institutions, je respecte les présidents de la République. Le président Hollande, que j'ai beaucoup combattu, il est député aujourd'hui, eh bien, je m'efforce d'avoir une attitude particulièrement respectueuse à son égard, parce qu'il a été président de la République. Donc, je trouve qu'on abîme un peu plus la République. Et on donne raison. On abîme un peu plus la République en faisant ce qu'on a fait, absolument. En prenant la décision qu'on a prise vis-à-vis de parce qu'en fait, Sarkozy. On donne raison à tous ceux qui disent regardez ce système, il faut y mettre fin. Et les démolisseurs de la République qui sont à l'œuvre, et on a beaucoup parlé de LFI, doivent se frotter les mains de ces situations-là. Donc, moi, je ne suis pas satisfait quand mes ennemis et mes adversaires se frottent les mains. Merci en tout cas, Philippe Juvin, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci. À dimanche.